Bienvenue pour ce webinaire organisé par Coming Up, le collectif famille, bonsoir à toutes et tous. Voilà, vous n'hésitez pas, le chat est ouvert. On va passer 1h15 ensemble. Ce soir, on va passer la parole à Marie Durand et Émilie Morand qui sont là. Donc Marie qui est cofondatrice de Coming Up et du collectif famille. Donc Coming Up qui est une société qui accompagne les entreprises en diversité et inclusion. Et le collectif Famille, qui est une association qui existe depuis 2020, qui entre dans sa 6e année, qui est une asso cofondée par Marie et d'autres personnes et qui a pour but d'accompagner, de soutenir, de faire rayonner les familles avec des parentalités LGBTQIA+. Et Émilie Morand, qui est sociologue et qui a travaillé sur ce baromètre. Un baromètre dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes là ce soir. Donc, vous avez peut-être déjà aperçu quelques résultats si vous avez été curieux et curieuse d'aller voir le site internet où les résultats ont été publiés au début janvier. Et puis, on a fait quelques posts sur les réseaux sociaux pour essayer de détailler quelques chiffres. Ce soir, Émilie et Marie vont vous présenter un peu plus en détail les résultats de ce baromètre, surtout comment est-ce qu'il a été imaginé. Pourquoi est-ce qu'il a été pensé, ce baromètre? D'où est venue l'idée? Et puis, ce qu'il en ressort. Voilà, quels sont les répondants et répondantes? Quels ont été les premiers enseignements à tirer? Et puis la suite aussi, évidemment. Donc, le chat est ouvert. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je suis là juste pour, justement, je pourrais interrompre s'il faut Marie et Émilie, qui vont essayer de dérouler au maximum pour vous donner un maximum d'informations. Mais voilà, s'il faut, je pourrais les interrompre pour qu'elles puissent répondre à vos questions. Et sinon, à la fin, on fera, si on a le temps, évidemment, un temps de questions-réponses. Et évidemment, il y aura aussi leur contact à la fin. Donc, n'hésitez pas, s'il y a besoin d'approfondir certains sujets, s'il y a des questions qui vous viennent par la suite, si vous avez besoin d'éléments, vous pourrez évidemment échanger avec elles par email ou autre. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je vois qu'on est déjà 21h03, on va essayer de tenir les délais. Peut-être Marie et Émilie, je vais vous laisser vous présenter toutes les deux. Allez, je donne la parole à Émilie. Très bien. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici. On est ravis de pouvoir partager les premiers résultats de ce baromètre avec vous. Donc moi, je suis, comme disait Marie-Clémence, sociologue. Ça fait à peu près, donc juste simplement précision, pronom elle et accord féminin. Ça fait à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille sur les enjeux rencontrés par les personnes LGBTQIA+ dans les milieux de travail, en France d'abord et puis maintenant au Québec. Je suis notamment aussi la co-autrice d'un ouvrage sur le sujet qui s'appelle « Tous hétéros au boulot, jouer et déjouer les normes de genre et de sexualité au travail ». Et puis je continue donc à travailler sur ce sujet, notamment avec Marie Durand et la création, la diffusion de ce baromètre. Puis j'ai aussi d'autres projets, notamment sur l'hospitalisation des personnes trans au Québec. Voilà pour ma présentation. Je te laisse te présenter. Ouais, merci Émilie. Donc moi c'est Marie Durand, pronom elle. Donc oui, je suis cofondatrice du collectif Famille il y a maintenant 5-6 ans et de l'agence Coming Up, comme tu l'as expliqué Marie-Clémence, avec toi d'ailleurs, les 2 projets. Et puis par ailleurs, j'ai une agence de conseil pour les entreprises PME ETI. Donc moi je gravite plutôt et je viens plutôt du monde de l'entreprise avec un regard plutôt de direction générale ou de gestion de projet. Et c'est finalement en expérimentant dans ma propre vie les discriminations à partir de 35 ans que j'ai eu à cœur en fait d'essayer de faire un peu plus de pont entre les réalités que nous vivons, vous verrez, des réalités bien plurielles, mais le plus possible d'éclairer pour faire en sorte que nos mondes se rejoignent et qu'on puisse mieux travailler ensemble et surtout mieux vivre ensemble sur un paquet d'heures qu'on passe quand même à travailler. Ce qu'on voulait déjà, c'est vous remercier d'être là aujourd'hui, aussi remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce projet parce que vraiment c'est plein de personnes aussi qui sont derrière. J'ai vu que Christina, je crois que tu es dans le coin aussi, donc tu as beaucoup travaillé sur la communication. Karen aussi, qui a travaillé sur la mise en image des données. Voilà, donc c'est vraiment Guillaume qui a travaillé aussi sur tous les mails que vous recevez notamment.
Donc, merci à toute cette équipe et à tout le collectif d'avoir soutenu le projet. Marie-Clémence, bien entendu. Ce serait un peu dommage que je t'oublie. Voilà, donc et puis à tous nos relecteurs RIS qui, quand même, depuis quelques mois, ont beaucoup relu tout ça. Voilà pour l'introduction. Il est 21h07, comme on a un timing serré, parce que l'objectif, c'est qu'on finisse à l'heure. On rentre dans le détail. Donc, on va revenir très rapidement sur pourquoi on a créé ce baromètre, en effet. 2, on présentera très rapidement qui sont les personnes qui ont participé et aussi, du coup, un peu les intentions qu'on se pose pour la suite. Un zoom sur les quelques grands enseignements qu'on a choisi de partager aujourd'hui. Bien sûr, tout est en ligne, donc c'est aussi l'idée de vous faire rentrer dans pourquoi on a fait ce site-là comme ça. Voilà, bien sûr, un temps d'échange, de questions, et puis quelques recommandations qui viennent de nous, mais on pourra, si on a le temps, justement, partager aussi d'autres regards, d'autres expériences que vous pourriez partager. Et puis, on parlera très rapidement des suites. Alors, Émilie, pourquoi un énième baromètre? Bon, on a mis ce titre-là, mais en même temps, c'est pas comme s'il y avait des millions de données chiffrées sur nos réalités dans les milieux professionnels. C'est vrai néanmoins qu'il y a déjà des données chiffrées qui sont produites régulièrement, mais avec Marie, on partageait notre frustration commune, finalement, d'une méconnaissance qui reste quand même générale sur l'ampleur des enjeux que les personnes LGBTQ+ rencontrent dans les milieux de travail. Trop souvent, on fait face quand même toujours à cette remarque de la sexualité n'a rien à voir dans le monde du travail. Alors ça, pour nous, évidemment, qui sommes intéressés en tout cas ou qui travaillons dessus, on sait bien à quel point c'est faux, mais c'est quand même quelque chose qui nous est encore trop souvent opposé. Et quand il y a un minimum de considération, ça va souvent s'arrêter à « ok, c'est important effectivement de lutter contre les discriminations ». Puis nous, on sait bien aussi que lutter contre les discriminations, c'est vraiment c'est évidemment que c'est important, mais que c'est finalement la vision la plus visible du sujet, mais que dessous, les personnes LGBTQ+, en fait, font quotidiennement tout ce qu'elles peuvent, tous les ajustements nécessaires pour arriver à ne pas être discriminées. Donc finalement, c'est vraiment ne pas visibiliser tout ce qu'elles rencontrent dans le quotidien. C'était ça qu'on voulait qu'on voulait documenter, c'était toute la réalité quotidienne, en fait, toutes les stratégies que les personnes mettent en œuvre dans le milieu de travail. Donc voilà, on voulait documenter les angles morts, ils sont nombreux, et puis on voulait aussi décliner selon les réalités plurielles, donc selon les différentes orientations sexuelles, les situations privées. On le verra, il n'y a pas que des personnes qui sont en couple monogame dans notre baromètre. La prise en compte des personnes trans et non-binaires, qui est encore une réalité qui est assez peu documentée. On ne dit pas qu'on a tout régi, on dira aussi au fur et à mesure. Évidemment, c'est un premier baromètre, il y a des choses qui sont pas encore idéales, mais on tend vers une amélioration continue, on en parlera aussi. Mais voilà, en gros, je crois que c'était ça que je voulais. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Marie. Oui, rajouter qu'il y avait cette notion de trajectoire qui nous semblait aussi importante, parce que dans tout ce qu'on peut recevoir comme expérience partagée, que ce soit par le collectif famille ou par Coming Up, on voit qu'il y a des moments où il y a des gens qui font des choix, mais qui ne peuvent pas être transcrits dans des photographies qui sont aujourd'hui réalisées dans la plupart des baromètres. Donc, nous, ce qu'on voulait comprendre, c'était qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va quitter un grand groupe pour se lancer en tant que freelance, parce que telle étape dans ma vie. Et c'est ça qu'en fait, c'était une intuition qu'on avait très forte et qu'on a voulu aller creuser et éclairer de données et de verbatim un peu plus généralisé. Donc, c'est vraiment cette notion de trajectoire qui nous paraissait importante. Voilà, donc on s'est topé dans la main et on s'est dit, partons dans l'aventure. Donc, une aventure qui est exactement à l'image de ce qu'on fait là, c'est-à-dire que c'est vraiment des discussions pendant des mois et des mois sur les questions qu'on voulait poser et les participantes qu'on voulait cibler, entre guillemets, parce que c'est sûr que c'est un des écueils. On rentre un peu dans le portrait, finalement, des personnes qui ont participé. On verra, comme tu l'as dit, il y a des écueils. Donc là, aujourd'hui, on vous partage cette photographie. Ce sont essentiellement des femmes qui se sont mobilisées pour ce baromètre, pratiquement plus de trois quarts des femmes, principalement donc des femmes lesbiennes, et on a aussi principalement des trentenaires. Émilie, c'est bon, je continue ? Oui. Ok. On a aussi posé des questions
sur les modes de relationner. Donc, on a une majorité de personnes qui sont en relation monogame, mais on a aussi des relations ouvertes et polyamoureuses. C'était important pour nous de poser cette question et du coup de pouvoir répondre à toutes nos questions qu'on a posées avec ce prisme particulier. Et puis, donc, on a 30% des personnes qui ont répondu qui sont parents. Voilà. Ensuite, on a aussi posé la question de où ces gens-là travaillaient, quel niveau de diplôme. Donc, on voit que quand même la majorité des participantes a minima un bac+5. La majorité aussi sont des employés ou des cadres dans les organisations. Et on a plutôt une belle... Tous ces graphiques sont sur le site. Donc, on a voulu plutôt reprendre un gros panorama. La plupart de ces gens travaillent, on a une bonne disparité là-dessus sur le privé, le public, l'associatif, et puis un petit groupe là qui travaille en libéral ou en freelance. Et ça, c'était aussi un angle qu'on voulait aller travailler et qu'on essaiera d'amplifier sur le prochain baromètre. Alors, Voilà. j'ai vu qu'il y avait une question sur la totalité des personnes participantes. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, on a eu 1450 environ répondants. Enfin, en vrai, un peu plus, mais il y a toujours une petite partie de nettoyage du fichier, donc on va dire 1450 personnes répondantes au total. Voilà, et puis on a aussi posé la question des minorités visibles et du handicap invisible, parce que pour nous, c'était important de pouvoir croiser toutes ces données. Donc, l'idée là, c'était de vous présenter la grande typologie, entre guillemets, si on peut dire, des personnes qui participaient, pour vous dire surtout que finalement, à toutes ces questions qu'on a posées, je crois qu'il y en avait 80, donc beaucoup, 1400 personnes qui ont passé du temps sur notre questionnaire, et bien en fait, on est en capacité aujourd'hui de zoomer sur chacune de ces questions selon toutes ces catégories. Et c'est vraiment la richesse qu'on cherchait à avoir dans ce baromètre. Émilie ? Oui. C'est bon ? Je passe à la prochaine. Voilà. Et donc, c'est là qu'on peut retrouver, on a commencé à faire un peu cet exercice, et je vais te laisser la parole là-dessus, Émilie, sur les réalités plurielles, justement, et cette diversité de vécu et de réalité. Puis c'est ça, comme notre volonté donc, de nous adresser et de documenter cette diversité, et puis souvent ces situations qui sont invisibilisées, qui ne sont pas pensées dans les manières de construire des baromètres ou de poser des questions. Elle rencontre évidemment des défis méthodologiques, puis c'est un peu ça que je commençais à dire tout à l'heure sur le fait que notre volonté évidemment d'améliorer le baromètre au fur et à mesure. Notamment, on s'est rendu compte que les personnes justement qui avaient plusieurs emplois avaient eu des difficultés à répondre au baromètre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'améliorer par la suite. On a eu quelques retours aussi de personnes trans qui, bien qu'elles étaient évidemment la cible de notre questionnaire aussi, n'ont pas vraiment retrouvé l'ensemble des enjeux qu'elles peuvent rencontrer dans leur milieu de travail. Donc évidemment, il y a plein de choses qu'on va pousser. Il y a aussi, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi une enquête qualitative qui va permettre d'approfondir aussi des enjeux. Mais notre volonté globale, c'est effectivement d'avoir des données qui s'auto-alimentent, on en reparlera aussi par la suite, et puis d'avoir un baromètre qui se bonifie alors peut-être pas d'année en année, parce qu'on n'a pas dit qu'on le ferait tous les ans, mais en tout cas assez régulièrement, pour toujours dans cette optique de rendre compte de toutes nos réalités et de ne pas en mettre, en invisibiliser sans même le vouloir. Donc voilà. Donc, sur cette page, les réalités plurielles, on a fait cet exercice sur la divulgation et les stratégies pour zoomer par ces différentes typologies. Donc, on vous invite à aller voir et puis ça va continuer à se travailler. Et puis, Émilie, tu as fait tes zooms sociaux. Absolument. Absolument. Donc, encore une fois, Marie l'a dit, mais tous les résultats qu'on vous présente aujourd'hui, puis évidemment, on ne va pas tout pouvoir vous présenter, mais ils sont visibles sur le site de Coming Up, sur le site du collectif. Ils sont disponibles et ils sont effectivement agrémentés de quelques zooms. Merci Marie-Clémence. Quelques zooms sociaux qui sont un peu comme je vous le disais, ça fait longtemps que je travaille sur le sujet, donc ils sont un peu des repères sociologiques, historiques, pour donner pour mettre un peu en perspective les résultats qu'on peut observer, et voilà. Et donc
Donc, il y en a sur justement la question de la visibilité, il y en a sur la question de la parentalité, le fait de se rendre compte que les parents sont souvent plus que la parentalité a comment dire, une fonction un peu normalisante dans le milieu de travail. Enfin, il y a plusieurs sujets comme ça qui bénéficient de ces petits zooms sociaux. Et puis, Donc, je un pense petit que zoom sur les blagues aussi, qui est quand même un sujet de prédilection. Absolument, un zoom sur les blagues, un sujet dont on va sans doute vous reparler. Voilà, donc ça, c'était un peu l'idée de vous réexpliquer comment avait été aussi pensé le site. Alors, le baromètre, bien sûr, mais aussi le site. Et on a choisi ce soir de faire des zooms sur 5 grands enseignements, si on peut dire ça, en tout cas 5 réponses qu'on a commencé à avoir. D'abord, les stratégies qu'on peut déployer et donc les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les personnes concernées. Un petit zoom sur le climat de travail, bien entendu aussi, et la place des blagues, bien sûr. Les moments pivots, justement, ceux qui nous font évoluer dans ces trajectoires, les réalités plurielles, pour revenir très rapidement là-dessus, et puis en fait, le cadre dans lequel on est qui nous impose beaucoup de choses, c'est cette fameuse présomption de cis-hétérosexualité. C'est parti pour le premier. Alors, premier zoom, c'est stratégie et charge mentale. Donc, c'est sûr qu'une majorité des participantes adoptent des stratégies, parfois sans le savoir. C'est aussi ce qu'on constate très, très souvent. Donc, soit des stratégies de divulgation. Tiens, d'ailleurs, je veux bien qu'on fasse une première parenthèse. Émilie, on a parlé de stratégie de divulgation. C'est un mot qu'on utilise assez peu, nous. On parle de coming out. Pourquoi ce choix? C'est pas du tout prévu. Pas de problème. Alors, pourquoi stratégie de divulgation? Parce qu'en fait, on se rend compte que très souvent, la question peut être résumée à est-ce que je fais mon coming out ou pas? Puis en fait, c'est rarement comme ça que les personnes le vivent vraiment. Il y a plein de stratégies en fonction de si on a envie de divulguer plus ou moins. Et puis, soit il y a des personnes qui vont être dans ce qu'on appelle un peu des stratégies de divulgation très actives, d'autres dans des stratégies de divulgation plus passives. Donc en fait, on a voulu renseigner le fait qu'il y a des différentes manières en fait de gérer son orientation sexuelle ou la visibilité de son identité de genre qui sont pas uniquement binaires, je le montre pas, je le dis pas, mais qui a tout un continuum et puis évidemment qui est décliné aussi en fonction des personnes et puis des intérêts et des interactions, etc. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on a pu commencer à toucher du doigt par les chiffres, où on voit que dans les personnes qui ont répondu au baromètre, il y en a 40% qui sont totalement out. Donc là, c'est vraiment les chiffres dans leur globalité. 33 qui sont partiellement out et 26 qui sont pas du tout, donc un quart. Et on voit bien ces fameuses nuances et ces subtilités que chacun, ou ces stratégies que chacune va mettre en place. Donc pour les personnes out, j'ai envie de dire presque, je parle librement ou j'essaie de le dire le plus rapidement possible, et déjà une stratégie en tant que telle. Et ça, on voit que quelqu'un d'ailleurs aussi qui est out dans une organisation peut, en changeant d'organisation, changer totalement de stratégie. Donc voilà, tout ça c'est aussi très très mouvant, mais on peut identifier et voir sur le site avec ces résultats que chacun va mettre en place sa stratégie. Pour ceux qui sont partiellement out, je le cache pas, mais quand on pose des questions, j'évite le sujet. Voilà. Donc on peut imaginer l'impact que ça a, et on a quelques éléments de langage qui nous montrent. Simplement pour juste sur ces stratégies-là aussi, ce dont on se rend compte, c'est que c'est pas, comment dire, la question n'est pas réglée une fois qu'on a fait son coming out. L'ajustement, il est constant. Puis même souvent, on pense qu'une fois qu'on a dit, on a parlé de son orientation sexuelle, il y avait plus de stratégie. Or, on se rend compte que s'il y a des stratégies qui continuent en fait à s'opérer malgré quelle que soit en fait la situation de divulgation. Donc l'orientation, la prise en compte en fait de son orientation sexuelle est un peu constante dans les choix professionnels, dans le quotidien au travail. Puis c'est ce qu'on voit avec quelques verbatims. Alors évidemment, nous, on a décidé de parler de notre baromètre et de nous déchiffrer en donnant des verbatims. C'est pour justement vous montrer ce que vous n'allez pas vraiment voir sur le site, donc c'est en complément. Mais on le voit dans les verbatims. Donc, je me sens quelqu'un qui dit « Je me sens actuellement de moins en moins épanouie dans mon travail, mais finalement, comme je suis dans un environnement safe, j'hésite quand même à changer d'organisation. » Donc, c'est aussi une réalité qui est ignorée. On a l'impression que cette personne
ça va bien, elle est dans un environnement safe et tout se passe bien, mais on voit bien que quelque part, elle se trouve quand même restreinte dans sa trajectoire professionnelle. On voit aussi l'impact dans les interactions, le fait de ne pas pouvoir, même si on n'est pas victime d'homophobie, le fait de ne pas parler de soi entraîne le fait d'être vu comme moins sympa, moins complice avec ses collègues. Donc, on se prive d'interactions qui, à la fois, bonifient le bien-être au travail, mais aussi tout l'accès à un réseau éventuellement professionnel, etc. La fatigue du coming out répété, c'est pas parce qu'on a fait une fois son coming out, on sait bien, il n'y en a pas un, il y en a plein. Puis il y en a plein qui sont aussi répétés tout au long de la trajectoire professionnelle. On va être amené à rencontrer des nouvelles personnes. Puis comme on le voit bien, on fait face plutôt à la présomption d'hétérosexualité de manière assez constante. Donc à chaque fois, on a un nouveau client, un nouveau patient, un nouveau collègue, une nouvelle entreprise qui peut nous rappeler que ah oui, c'est vrai, cette personne, elle n'est pas au courant de ma vie privée et puis elle continue à penser à faire de la présomption d'hétérosexualité, quoi. Voilà. Donc voilà, on a voulu un peu visibiliser ces différentes stratégies avec ces petits extraits. Oui, et puis on voit bien aussi l'autocensure qui va dépendre des publics. Donc ce choix un peu constant de le dire, pas le dire, quoi dire, enfin voilà, et ça on le voit très bien dans certains domaines, on le verra dans la pluralité des parcours. Alors, le climat de travail aussi, on a questionné un peu ce ressenti et c'était assez intéressant de voir à la fois que d'un côté, on peut se dire, bon, c'est plutôt acceptant, mais en même temps, un quart des participants qui entendent fréquemment ces blagues offensantes et qui ont un impact majeur sur toutes ces stratégies qu'on met en place et 3 sur 10 seulement qui sont pleinement en confiance. Donc, sous couvert de quelque chose de ce fameux, cette idée un peu reçue que tu évoquais au début, c'est ça va mieux, il n'y a pas de souci majeur. Bah oui, mais quand même, globalement, il y en a quand même 3 sur 10 qui sont pleinement en confiance, donc 7 sur 10 qui ne le sont pas. Et ça se ressent ici aussi dans les verbatims. Oui, on se rend compte. Alors ça, c'est vrai que ça a été aussi un des résultats du baromètre, mais c'est quelque chose que je vois depuis un moment dans mes travaux aussi, l'impact que peuvent avoir les petites blagues qui sont souvent présentées par les personnes comme un peu anecdotiques ou un peu « Ah, mais il y a toujours ces petites blagues ». Puis en fait, si on tire le fil, on voit que c'est ces petites blagues offensantes qui installent un peu un climat de travail nocif. Puis finalement, elles sont pas facilement désamorçables. Je ne sais pas si le terme existe, mais oui, je pense que oui. Et souvent, elles inhibent en fait beaucoup l'expression de soi. Et on a voulu, voilà. Donc on les retrouve dans les différents verbatims qu'on voit ici, hein, toujours ces petites blagues qui sont toujours qui permettent en fait qui continuent à permettre d'avoir des propos homophobes, transphobes ou sexistes, même quand il y a des politiques diversité ou inclusion, mais qui finalement ne couvrent pas ce domaine-là. Puis ça laisse toujours cette porte de sortie. Ah, mais c'était de l'humour, on peut plus rien dire. Mais t'as pas d'humour, c'était une blague, etc. Et puis ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus noté dans les milieux de travail. Et puis c'est encore plus difficile de lutter parce que justement, c'est assez diffus et implicite. Donc c'est ça, les verbatims parlent d'agressions déguisées en humour, de remarques transphobes présentées comme des blagues, de blagues contre les personnes LGBTQ+. Et puis réagir à ces blagues, évidemment, c'est un véritable défi, car ça met le viseur aussi, comme on le voit dans le dernier verbatim, sur la personne qui réagit et qui, quelque part, la force à sortir du placard ou à parler de soi. Oui, tu parlais des politiques de diversité et inclusion, on l'a aussi étudié dans le baromètre, c'est que c'est seulement une personne sur 3 qui, c'est 2 personnes sur 3, mais donc une personne sur 3 qui ignore s'il existe ou pas une politique D&I dans son organisation. Donc ça aussi, c'est quand même un sujet important à visibiliser les actions qui sont mises en place. Ensuite, le troisième sujet qu'on voulait évoquer, c'était ces moments pivots, c'est vraiment cette notion de trajectoire. En quoi un coming out, une parentalité, une transition peut avoir un impact ou pas sur la carrière. Et on voit là, en l'occurrence, ici, finalement, ce qui a pu avoir un impact et faire qu'on est plus ou moins out au travail.
En effet, tu en parlais tout à l'heure, l'arrivée d'un enfant. Avec ce qu'on constate, c'est que la parentalité facilite en quelque sorte, alors soit oblige d'ailleurs aussi, hein, on a des témoignages dans ce sens-là, soit oblige, soit facilite, parce qu'en fait, on peut parler des mêmes choses que nos collègues. Voilà, ça peut être des nouvelles relations aussi, un mariage. Donc là, on est plus mariage, séparation, divorce et d'autres éléments qui sont vraiment de l'ordre du privé, mais qui vont inciter à faire un coming out au travail, et changer donc de stratégie. Et donc là, on a aussi quelques verbatims. Alors là, on a décidé de beaucoup illustrer par surtout les situations rencontrées par les personnes trans lors de leur transition. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on constate là dans les verbatims, mais qu'on avait aussi remarqué à la fois dans nos données et dans nos environnements, c'est que quand il y a un début de transition, très souvent, il y a une précarité qui s'installe parce que les personnes ne se sentent pas en confiance pour rester dans leur organisation le moment qu'elles entament cette transition. Alors, je parle d'entamer comme s'il y avait un début ou une fin, c'est pas ça, mais en tout cas, souvent, au moment de commencer des chirurgies d'affirmation de genre, il y a cette question de la visibilité qu'on veut donner à ce parcours, en fait. Donc là, il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place. Puis on se rend compte que ces stratégies, elles mettent les personnes dans des situations très, très précaires. C'est exactement l'illustration qu'on a ici avec ces verbatims. Mais il y a aussi la parentalité, comme tu le disais, Marie. Le fait de tout d'un coup avoir un enfant, ça rend plus complexe le fait de mettre sous silence sa réalité familiale. Alors oui, des fois, ça permet de trouver des ponts plus facilement avec ses collègues hétérosexuels, mais en tout cas, c'est aussi un moment pivot où on peut décider de quitter son organisation si on sent aussi que ça va pas être être accepté comme on le voudrait. Donc, on a voulu vraiment aussi visibiliser tous ces moments pivots qui pouvaient entrer, qui pouvaient devenir des moments stratégiques dans la carrière et dans la trajectoire professionnelle. Et là, je ne veux pas spoiler, mais je le fais un peu quand même, mais c'est là que vraiment les organisations ont leur rôle à jouer pour accompagner, pour envoyer les signaux forts qui font que ces passages, ils vont pouvoir se faire de manière sécure, accompagnés dans les organisations. Alors, les réalités plurielles, on est hyper bien dans le timing, je le dis. Ouais, je viens de le voir aussi. Donc justement, ça va nous permettre de prendre un petit peu le temps sur ces fameuses réalités plurielles et de voir quel impact l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les modes de relationner peuvent avoir sur l'étendue de divulgation et sur les stratégies en place. Alors c'est pareil, tout ça vous l'avez sur Internet. On a fait quelques petites sélections. Je te laisse commenter. Donc déjà, on se rend compte que selon l'orientation sexuelle, en fait, on voit qu'on n'a pas la même étendue de divulgation. On voit que les personnes qui se définissent comme gays ou comme lesbiennes sont plus visibles que les personnes pansexuelles, bisexuelles ou asexuelles. Alors, comme je sais qu'on a un tout petit peu de temps, j'en profite pour dire quelque chose qu'on a peut-être pas nommé tout à l'heure. C'est que là, on a un indice de divulgation qui est une synthèse, en fait, qui est synthétique, mais on a les données beaucoup plus fines parce qu'en fait, on a la divulgation qui est déclinée dans les données qu'on a disponibles. On a la divulgation selon les personnes, en fait, selon les interlocuteurs. Donc, on a la divulgation vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des supérieurs, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des patients. Enfin, donc, c'est aussi quelque chose qu'on va peut-être affiner et puis dont on parlera plus tard. Mais simplement, c'était une petite précision. Donc ça, c'est pour l'orientation sexuelle. On voit aussi que il y a une divulgation qui est beaucoup moins nette chez les moins de 25 ans. Alors là, il y a plusieurs explications. Déjà, il y a une explication qui est un peu de trajectoire, c'est-à-dire que très souvent, les jeunes personnes ne sont pas forcément dans leur milieu de travail définitif, enfin, ça c'est jamais définitif, mais cible, et puis se disent, bon, je vais pas me mettre en insécurité alors que j'ai pas vraiment d'enjeu, je sais que je vais pas rester longtemps, soit je suis en stage, soit c'est un premier boulot, mais je vais pas vraiment rester longtemps, donc c'est pas la peine d'investir trop sur une stratégie qui pourrait me mettre
en danger ou qui pourrait avoir des conséquences. Il y a aussi le fait qu'on est peut-être moins souvent en couple ou en relation stable, donc il n'y a pas non plus la même nécessité de parler de son partenaire, sa partenaire. Puis il y a une hypothèse un peu moins sympa, un peu moins optimiste, qui est que quand même, on peut être assez étonné, puis assez inquiet en fait de cette faible visibilité chez les jeunes et se demander s'il n'y a quand même pas un climat actuel qui fait que les jeunes retournent au placard, pour le dire simplement. Et puis ça, c'est aussi un des éléments qu'on va approfondir. Je te laisse, Marie, peut-être prendre la suite sur les deux autres. Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait aller creuser un petit peu, cette différence entre l'entreprise privée et le service public, le libéral. Et là, on constate aussi qu'il y a quand même, notamment dans le service public, des personnes qui sont moins out. Je ne sais plus si on a mis des verbatim à ce sujet-là, mais c'est quand même assez flagrant avec finalement cette question de la neutralité qui serait pour les personnes hétéros et puis la non-neutralité pour les personnes LGBTQIA+. Et donc, à la fois, dans certains cas, on voit une forme d'autocensure, si on peut parler d'autocensure, hein, mais notamment plus dans la partie des personnes qui sont en libéral ou à leur compte, par peur parfois de perdre un client, donc plutôt sur des enjeux économiques. Et puis, dans le service public, là, pour le coup, avec des injonctions fortes d'une hiérarchie ou d'un directeur ou directrice de médiathèque qui va expressément dire qu'il faut faire un choix pas trop orienté. Voilà, donc ça, c'était quand même, c'est des choses qu'on pressentait, mais qu'on a clairement plus perçues dans les résultats. Une visibilité facilitée par la normalisation du modèle relationnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que le fait d'être dans une relation monogame, a priori, rend les choses plus confortables. Peut-être pour les personnes qui reçoivent l'information aussi, je ne sais pas. Voilà. Après, je fais aussi le lien, et on n'en a pas trop parlé ici, la question de la sexualité, mais il y a aussi cette injonction à être en couple qui finalement, dans les discussions à la machine à café, relève un petit peu toujours du même sujet, quoi. Est-ce qu'on rentre dans cette norme ou voilà. Et il est particulièrement difficile pour les personnes qui vont être qui sont soit bisexuelles, soit asexuelles, et bien justement de faire ce coming out. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voudrait aller creuser parce que c'est essentiel de, entre guillemets, prendre à bras le corps tous les sujets de notre communauté, toutes les lettres, et c'est bien pour ça qu'on parle de toutes ces lettres. Ah bah oui, on a des verbatim. On a des verbatim. Donc là, on a effectivement un verbatim sur la visibilité accrue pour les parents. Donc là, on a même mis un chiffre. C'est fou, hein, pour présenter un baromètre, on a quand même mis un chiffre. On a 58% des personnes participantes qui ont un enfant à charge qui sont totalement out, contre simplement 38% n'ayant pas d'enfant. Donc là, on a quand même un écart suffisamment conséquent pour bien voir que le statut parental est lié à plus de visibilité. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a mis? Le statut parental rapproche les expériences avec les collègues hétérosexuels, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça offre effectivement des espaces d'échange neutres. On peut parler des enfants, c'est moins confrontant pour les collègues hétérosexuels que de parler de notre je sais pas quoi d'ailleurs, de notre vie privée autre. On a vu aussi que le secteur public imposait implicitement ou explicitement un devoir de discrétion. Alors là, on l'a beaucoup retrouvé aussi dans les témoignages et dans les extraits d'entretien. Donc je vous en lis un. Je travaille dans une médiathèque donc ouverte au public, et le public de cette ville est conservateur. On m'a dit que lorsque je suis arrivée, de ne pas mettre des documents avec des homosexuels en avant pour ne pas créer de scandale chez nos usagers. Donc il y a vraiment cette attente aussi de discrétion qu'on retrouve beaucoup dans le public. Donc le public n'est pas le secteur public n'est pas un secteur qui facilite la visibilité. On a trouvé que les associations, en revanche, étaient un peu en tête en matière d'ouverture. Et puis le reste, en fait, on en a parlé, quoi, le retour au placard chez les jeunes et la visibilité variable selon les orientations sexuelles. On continue avec finalement le cadre dans lequel on est, qui a quand même qui est
voilà, une des causes principales de ces ajustements et de ces stratégies qui sont mises en place. Et là, pareil, on a sorti quelques témoignages. On voit bien à travers ces témoignages qu'en fait, la visibilité, il y a quand même une visibilité acceptable et qui est définie par des normes professionnelles. Et qu'on voit bien aussi que la reconnaissance, elle n'est pas que juridique, mais interactionnelle. Que la notion de professionnalisme, quelque part, elle agit comme un fil de crédibilité. C'est ce qu'on retrouve un peu dans les verbatims. On voit aussi qu'il y a cette surperformance qu'on a déjà pu observer. Hein. J'ai envie de résister, de continuer, mais j'ai le sentiment de devoir faire un travail encore plus irréprochable que les autres pour prouver que j'ai ma place dans l'école au même titre que les autres. Il y a aussi toujours cette présomption d'hétérosexualité qui entraîne à faire des pirouettes pour contourner les questions innocentes, là, comme on le voit dans l'avant-dernier verbatim. Donc, on a vraiment tout ce que le concept aussi d'hétéroprofessionnalisme, c'est-à-dire l'idée qu'on a un professionnalisme accru qui correspond à des normes sexuées et des normes genrées. Puis on voit qu'est-ce que ça coûte en fait cet hétéroprofessionnalisme, de la fatigue émotionnelle, une hypervigilance, de l'autocensure relationnelle, une perte d'accès aussi à l'informel, un ralentissement de carrière, un sentiment d'illégitimité, et que ces coûts ne sont pas accidentels ou exceptionnels, mais ni liés à de la discrimination explicite, mais qui sont vraiment structurels et ordinaires. Et c'est aussi notre volonté de vouloir vraiment montrer comment est-ce qu'il ça s'incarne vraiment dans les attentes du milieu professionnel, dans les normes implicites qui sont diffusées par le milieu professionnel. Oui, et avant de passer au temps de questions-réponses, ce qui est assez frappant d'une manière générale, au-delà même du baromètre, c'est de voir à quel point les personnes qui ne sont pas directement concernées, mais qui pensent qu'ils savent et qui sont nos meilleurs alliés, n'ont pas forcément conscience de tout ça, de ces stratégies, de cette charge mentale que ça représente. Et c'est essentiel de pouvoir plus le partager pour mieux se relier. Puis, il y a un autre sujet qui est que nous-mêmes, nous n'avons pas forcément conscience de toutes ces stratégies. Et avec les échanges qu'on peut avoir, avec un baromètre, avec un observatoire, souvent, en fait, c'est cette conscience-là qui émerge et qui permet soit déjà en prenant conscience de ces stratégies, c'est soit de les continuer, mais avec cette conscience que c'est une stratégie, mais en tout cas de l'impact que ça a sur cette charge mentale. Et ça, c'est quand même aussi un sujet qui est important, parce que pouvoir le partager, c'est déjà aussi soulager cette charge mentale. Et je crois que c'est presque aussi important pour les personnes non LGBT que pour les personnes LGBT de prendre cette conscience-là de tous ces mécanismes qui existent pour continuer à faire les ponts, mais aussi à moins prendre en charge cette charge mentale. Puis simplement, pour rebondir sur ce que tu dis, Marie, effectivement, pareil, moi, dans les études que j'ai faites, j'ai toujours vu une forme de minimisation de la part des personnes que je rencontrais, et puis sans doute, dont toi et moi, on a aussi été victimes, mais une minimisation de ce qu'on peut rencontrer, parce que finalement, ça fait partie aussi de notre vie. Évidemment, on n'est pas des personnes LGBTQ+, que dans le milieu de travail. On l'est dans notre famille, on l'a été éventuellement pendant nos études, on l'a été à plein de moments, et puis on a un peu incarné aussi, ou en tout cas, on a intériorisé ce rapport au monde, et puis évidemment, il est présent dans le milieu de travail, mais il est présent ailleurs. Et c'est aussi une volonté de vouloir rendre visibles ces réalités qui, comme tu le dis, ne sont pas forcément vues par nos communautés. Voilà. Voilà, donc volontairement, on a voulu faire relativement vite pour vous aider à rentrer dans les informations qui sont sur le site internet, et aussi avoir un temps un peu long là, de questions-réponses ou de commentaires, de partage, enfin voilà, vraiment assez libre, puisque je crois qu'on a vous êtes c'est un panel assez varié de personnes qui sont là, donc voilà, pas hésiter aussi à partager des éclairages, à poser des questions qui nous permettront, vous l'aurez compris, du coup, d'augmenter ce baromètre, qui est un premier jet.
Donc, c'est parti pour les questions et pour les réponses ou les échanges, quoi. C'est jusqu'après la période de questions-réponses, il y a encore les recommandations. On n'a pas Tout à fini de parler. Non. On avait décidé d'avoir effectivement un petit temps de questions-réponses avant de passer à cette dernière partie. Il y avait une main levée il y a une seconde qui s'est baissée. N'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole en ouvrant votre micro. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Nous, voilà, on est un couple queer lesbien avec une personne cis, une personne trans, non binaire. Donc, voilà, il y a plein de données qui étaient super intéressantes, qui nous ont beaucoup parlé. On a participé au questionnaire. Juste, on a l'impression qu'il y a pas mal de... Je suis désolée, on n'est pas sociologue, mais on a l'impression qu'il y a pas mal de biais dans la population qui a répondu. Enfin, il y a quand même une surreprésentation de cadres, du milieu associatif, de femmes, etc. Et du coup, on se demandait comment avait été diffusé le questionnaire, enfin, à quel point vous avez eu de la visibilité là-dessus. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Voilà. Oui, je peux peut-être commencer à répondre. Bien sûr que c'est... D'ailleurs, on va vous mettre à contribution, c'est que quand on va relancer ce baromètre, nous, on a vraiment œuvré pour qu'il y ait le plus de diversité possible. Donc, comment on l'a diffusé? Par les réseaux sociaux, par nos environnements proches, tous ceux qu'on pouvait contacter de près, de loin, ou qui ont vu passer le baromètre. Donc forcément, c'est biaisé, c'est vraiment, c'est un peu la limite. C'est tout l'objectif de la prochaine fois, c'est de continuer à grandir, de faire savoir dans cette diversité que ce baromètre, il existe, pour pouvoir avoir plus de données un peu moins biaisées, et surtout avec plus de volume aussi, sur les parties qui sont peut-être les personnes qui sont les moins représentées. Oui, je me permets, on a effectivement diffusé ça via le collectif Famille, donc via les réseaux sociaux, la newsletter, et sur tous les événements qu'on a pu organiser. Ensuite, côté Coming Up avec Marie, on a envoyé ça à tous nos fichiers clients qu'on pouvait avoir. On a même été chercher des personnes, une par une, notamment des hommes cis-gays parmi nos clients, où on le savait, pour leur dire répondez s'il vous plaît, parce qu'en fait, on a conscience que là, dans les réponses, ça reste quand même une majorité de femmes, lesbiennes, etc. Donc, on a essayé d'encourager ces personnes-là, et via les réseaux sociaux, donc de Coming Up, du collectif Famille, on a vraiment utilisé tous les canaux possibles. On a été plutôt agréablement surpris, si je ne me trompe pas, Marie, mais par la quantité de réponses, quand même, parce qu'on n'a pas non plus une caisse de résonance immense, et en très peu de temps, il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Mais il y a quand même des résultats qui sont biaisés. Voilà, on espère que ça évoluera. Mais ça fait partie, de manière générale, du travail qu'on fait avec le collectif Famille, c'est de s'ouvrir. Dans le collectif Famille, on accompagne toutes les personnes, toutes les parentalités. Mais la réalité, c'est qu'au tout départ, l'association avait été créée par des femmes lesbiennes. Donc, on travaille quotidiennement à faire entrer des nouvelles personnes. Et on le voit qu'on se diversifie beaucoup. Voilà. Mais pas encore assez. Émilie, tu veux... Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec le constat aussi. Puis, comme tu disais, Marie-Clémence, au fur et à mesure où on voyait les réponses rentrer, puis qu'on avait déjà un petit tableau des personnes qui avaient participé, on essayait effectivement de diffuser dans certains espaces en disant on va peut-être pusher un peu une plus grande diversité. Mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse mieux et plus par la suite. Après, on a aussi un biais de qui on est, c'est évident. Donc, c'est aussi pour ça que je rejoins Marie sur le fait qu'on a besoin de vous et de tout le monde pour diffuser, parce que c'est ça, il y a effectivement tout ce que tu disais sur la première diffusion, qui après, évidemment, ça a continué à se répéter par réseaux sociaux, et puis là, on n'a pas de visibilité sur comment ça a circulé. Mais oui, on est des femmes lesbiennes, blanches, cadre, donc ça, c'est sûr que ça a un effet, puis ça, on en est bien consciente, puis on essaye de le minimiser, mais voilà, il existe, il est là, et voilà. Oui, et puis c'est quand même 80 questions, c'est du temps, voilà, et c'est une problématique aussi un peu générale voilà, super, exactement, c'est ce qu'on va vous demander, c'est tout à fait, c'est ça, c'est de créer la caisse de résonance pour le prochain.
parce que, en fait, on peut pas. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. Tous tout ensemble. Merci pour cette question. Ça nous a permis de redire cette frustration qu'on a pour ne rien vous cacher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on s'attendait à plus que ça. Je vais vous partager dans les commentaires, dans le chat, une série de liens. Si vous le souhaitez, ce sont des liens Instagram, LinkedIn, soit de Coming Up, soit du collectif. Je vous mets à peu près, parce qu'en fait, on a pris certains chiffres, on a dû faire une sélection et communiquer dessus sur les réseaux. Si vous avez envie d'en repartager un qui vous parle, qui vous a peut-être interpellé ce soir, on vous met les liens directs, n'hésitez pas à le faire. Et ça, vraiment, ça va permettre de le faire connaître et surtout de faire connaître l'Observatoire derrière. Ok, je propose qu'on continue s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment sur les recommandations. C'est bon? Allez. Alors, comme on y a mis du cœur, on vous propose de vous partager nos 12 recommandations qui nous tiennent à cœur. Bien sûr, il y en a d'autres sur le site internet et voilà, l'idée c'était de faire un zoom plus spécifique sur quelques propositions. En l'occurrence, pour moi, le premier sujet, c'est d'objectiver ce qui se passe réellement dans les organisations. Et tant qu'on n'a pas posé la question, alors c'est pas forcément simple de la poser, mais il y a des moyens de poser ces questions-là quand même. Tant qu'on n'a pas posé les questions, il est, à mon sens, inentendable, inconcevable qu'on dise qu'il n'y a pas de problème chez nous. Donc, partons du principe que tant qu'on n'a pas cette réponse, on ne peut pas dire tout simplement ça. Donc, objectiver ce qui se passe réellement dans son organisation. Le deuxième axe, c'est vraiment la question de l'anticipation. C'est pas parce que c'est pas encore arrivé qu'il faut pas mettre en œuvre les processus, réfléchir à faire des « et si ça arrivait ». Dans toutes nos stratégies, dans la majorité des organisations, on fait ce travail budgétaire, on fait ce travail de qu'est-ce qu'on fait si il se passe ça, là, il faut faire la même chose. Voilà. On parle d'humain, avant même de parler de performance, on parle d'hommes et de femmes qui, dans leur trajectoire, vont avoir à vivre des choses qui ne sont pas OK. Ça s'anticipe. Voilà, tout simplement. Donc, cette question-là s'anticipe aussi. Et donc, prenons les lettres, prenons les trajectoires et puis observons les processus. Qu'est-ce qui se passerait si? Qu'est-ce qu'on ferait si? Voilà. Ce ne sera pas parfait, mais au moins, on sera posé la question. Et donc, non seulement ça pourra aider les personnes qui seront concernées, mais surtout, et aussi, pas surtout, mais et aussi, ça aidera les collègues, les managers, les fonctions RH à répondre à la question quand elle va arriver. Parce que souvent, quand la question arrive, c'est pas très agréable pour la personne LGBT de poser la question, mais c'est pas non plus très agréable pour la personne qui n'a pas été sensibilisée au fait que cette question pouvait arriver. Et donc, soit de dire non, on n'a pas de solution pour toi, soit de dire je reviens vers toi. Voilà. Donc, c'est vraiment éviter ce temps-là un petit peu mort. Ça s'anticipe. Franchement, c'est pas compliqué. C'est un petit peu de temps, mais bon, comme sur beaucoup d'autres sujets, faut le prendre. Et garantir le cadre, et ça c'est aussi un élément majeur, c'est de sanctionner. Voilà, aujourd'hui on arrive dans un temps où je pense que la question que tu posais, Émilie, qui était notamment pour les jeunes, est-ce que c'est une tendance de fond? Oui, en fait, clairement, aujourd'hui on est dans un temps où c'est plus compliqué d'intervenir dans les écoles, c'est plus compliqué d'oser programmer une sensibilisation dans les organisations. On en reparlait encore tout à l'heure, Marie-Clémence, où on nous dit qu'il faudra y aller tout doux, il faut répondre à des questionnaires longs comme ça pour dire pourquoi nous sommes les bonnes personnes. Oui, mais il faut à la fois être courageux. Donc, merci à ces personnes qui ont le courage. Et il faut avoir le courage de sanctionner. Et ce n'est pas que les personnes concernées qui doivent réagir quand il y a une blague qui n'est pas OK, c'est tout le monde. Voilà, donc anticiper, sanctionner. Relire sa communication interne et externe. Les mots, les images comptent. Voilà, c'est pareil, on peut changer de lunettes, prendre des lunettes de filtre et puis se dire est-ce que ce que je dis représente le plus grand nombre? Est-ce que c'est entendable et est-ce que c'est positif pour tout le monde? Éveiller, faire prendre conscience des biais, sensibiliser, former, bien entendu, ça, faut continuer à le faire.
et faire connaître ses engagements. On l'a vu, hein, il y a beaucoup de répondants qui nous disaient que ils savaient même pas, il ou elle savait même pas si s'il y avait des politiques diversité et inclusion dans les organisations. Faut le dire, faut le redire, faut le redire. On n'est jamais voilà, il y a aujourd'hui un turnover très important dans les organisations. Bah voilà, il faut en parler, il faut le redire. Il faut soutenir aussi les projets associatifs. C'est aussi un moyen de visibiliser ces engagements. On a d'ailleurs le Family Pride Festival qui cherche des soutiens. Je le pose là. Mais voilà, c'est important. Et en fait, encore une fois, là, je pense qu'on s'adresse principalement à la communauté, mais en fait, on a un radar, donc tout ce qu'on voit et qui peut nous rassurer sur les engagements, bah, vont probablement faire le petit truc qui fait qu'on va rejoindre une organisation, qu'on va y rester, qu'on va mieux s'engager, qu'on va plus oser. Et enfin, bah, je crois que c'est ce point qui nous tient particulièrement à cœur à Coming Up et puis dans le collectif plus généralement, c'est vraiment cette idée de se connecter, de prendre soin les uns des autres. Bien sûr aussi quand on peut être allié. Alors allié, ça ne veut pas forcément être visible et survisible, mais c'est stopper une petite blague, c'est intervenir, c'est créer un ERG, lancer un ERG dans son organisation. C'est pourquoi pas, quand on est déjà bien en place dans une organisation, être mentor pour un plus jeune ou une plus jeune. Voilà, l'accompagner dans ses premières années, voilà, 1 heure comme ça de temps en temps, ça peut énormément contribuer. Et je crois que c'est un vrai sujet de se dire que là où peut-être on a un peu plus de confiance, on va soutenir ces plus jeunes et puis les autres minorités ou les autres configurations qui aujourd'hui ont encore plus de complexité que les autres. Donc voilà un petit peu pour les six recos que j'avais moi à partager. Et toi, Émilie, tu nous envoies encore plus loin, en utopie. Alors, bon, moi, c'est pas des recommandations enfin, je reprends. De mon côté, ce sera moins des recommandations concrètes que des directions, des ouvertures. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir et puis éventuellement de partager avec vous. On se demande, voilà, qu'est-ce que ce serait si on partait pas de ce qui existe déjà, mais de nos organisations, mais si on partait vraiment plus de nous. Alors, bon, il y a une première recommandation. Je ne sais pas si du coup le terme est vraiment le bon pour moi, mais ce serait évidemment que les personnes trans puissent bénéficier de processus d'embauche qui ne les discriminent pas. Là, on sait qu'actuellement, là, c'est peut-être ce qui est le plus le pont entre ce que tu disais, Marie, et mes recommandations. On sait qu'actuellement, tout ce qui concerne le processus d'embauche, en fait, peut mettre en difficulté les personnes trans, notamment tout ce qui concerne l'ancienneté. Si on veut aller voir les anciens employeurs, on sait qu'on rend très difficile la question de la visibilité. Enfin, donc, globalement, ça, je pense que c'est vraiment dans une des priorités à laquelle on doit penser. Puis plus largement, comment ça se fait qu'il n'y ait pas des personnes trans à tous les niveaux de l'organisation? Comment ça se fait que nous, en tant que personnes LGBTQ+, on soit pas présents plus que ça, et aussi en représentation? J'ai beaucoup travaillé notamment dans l'éducation. On sait que les freins dans l'éducation sont nombreux, et à quel point je sais, moi, en ayant été une enseignante lesbienne, ouvertement lesbienne, à quel point les élèves, les étudiants les jeunes ont besoin de voir des personnes qui sont ouvertement LGBT à tous les niveaux. Parce que j'ai bien vu la charge justement que ça m'avait demandé de dire que j'étais lesbienne et que je travaillais sur ce sujet. Là, évidemment, je sors de mon truc, mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut être présent partout. Avoir une architecture accueillante de nos réalités. Donc là, je pense évidemment aux toilettes, aux vestiaires, arrêter d'avoir des environnements binaires. Puis on peut penser plus largement que ça, mais ce serait déjà une bonne chose. Mettre en place un dispositif de conciliation vie privée, vie professionnelle qui s'adapte à toutes les réalités. Donc là où on pourrait imaginer que les personnes proches ne soient pas forcément notre famille, mais nos amis, notre famille choisie,
On peut aussi imaginer des modèles où des réalités polyamoureuses soient aussi représentées dans les dispositifs de conciliation vie pro, vie privée. Ça veut dire qu'il est obligatoire d'en avoir, mais s'il y en a, pourquoi toujours privilégier la famille? Un nombre de journées, toujours dans le même sens, un peu un nombre de journées disponibles pour s'occuper des enfants et ou faire du militantisme. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants que finalement notre vie privée ne compte pas ou nous compte moins. Et on peut aussi... mon idée n'est pas de déstabiliser les familles, mais juste de penser les réalités plurielles justement et de penser qu'on peut aussi favoriser. En tout cas, l'idée c'est ça, c'est de défavoriser la famille, pas pour la défavoriser dans l'absolu, mais pour remettre toutes les réalités à un niveau à peu près égal. Queeriser les cultures professionnelles au-delà de déshétérosexualiser. Là aussi, on peut. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que j'ai mis des exemples de ça? Autoriser, valoriser des expressions de genre non normées dans les codes vestimentaires, par exemple. Ne pas juste être justement dans cette espèce de conformité. Et puis, alors je sais que ça, c'est la préférée de Marie. On peut aussi imaginer indemniser les LGBTQ+, pour tout le travail gratuit et invisible qu'on fait en permanence, soit pour rassurer nos collègues hétéros qu'ils et elles sont de bons alliés quand ils viennent nous le demander, soit d'accompagner et d'écouter les autres personnes LGBTQ+, dans leur milieu de travail qui aussi ont des choses à nous partager, soit, j'en parlais tout à l'heure, quand on est une enseignante, effectivement, on sait, enfin, j'en ai parlé avec des personnes enseignantes. On sait qu'en tant que LGBT visible et enseignant, les personnes étudiantes viennent nous voir et ça nous demande une charge qui est beaucoup plus importante que les personnes hétérosexuelles. Donc voilà pour mes recommandations qui, comme je vous le disais, sont plus et si on pensait autrement, et si on pensait si on rêvait un peu sur nous, qu'est-ce qui pourrait nous accommoder dans le milieu de travail. Évidemment, j'ai hâte de savoir comment est-ce que vous tous, vous pouvez nous donner des idées plus larges. Voilà, donc ça, c'était en effet ce qu'on voulait partager. Finalement, en fait, nos 2 points finaux sont les mêmes, hein, c'est le care, mais c'est vrai que la valorisation du care n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais pensons à l'abondance qui reviendra indemniser tout ça. Est-ce que cette fois-ci, il y a d'autres questions, partages, commentaires, en effet, ou des bonnes pratiques que vous auriez pu mettre en place dans les organisations dans lesquelles vous êtes ou pour lesquelles vous mettez en place des accompagnements ou des études, parce que je crois qu'il y a des chercheuses dans la salle. On a une main levée. Ouais. Lynn? Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez des données sur les secteurs d'activité ou pas du tout? Enfin, hormis privé-public, mais je veux parler des secteurs d'activité dans le privé. Non, on n'a pas de données, de data. On a en effet eu quelques angles plus précis sur l'automobile, par exemple, sur tout ça qui sont ressortis, mais plus dans les témoignages qu'elle lit. Mais pas de données là-dessus, non, en effet. Ok, merci. Ça, je ne sais pas si, en effet, l'autre cercle là ou pas, je ne sais pas. Ouais. Oui, c'est sûr, les toilettes c'est normé par le droit du travail. Après, il y a toujours possibilité de proposer d'autres choses, d'aménager de manière à accompagner soit les transitions, soit la non-binarité. Enfin voilà, il y a vraiment il y a moyen de mettre en place des choses qui contournent et qui
et qui s'ajuste au mieux des parcours et des besoins de chacun, chacune. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui est ultra nécessaire à faire même pour la sécurité, hein, je dirais. Il y a aussi une question de sécurité qui est nécessaire. Donc ça, typiquement, ça c'est un truc, j'ai envie de dire, si on regarde la question anticipée, ça c'est presque une question à se poser tout de suite. Parce que c'est facile à se poser, comment je pourrais accompagner quelqu'un qui me demanderait à avoir des vestiaires non genrés ou comment je pourrais aménager ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions Ah, avant Rosalie, avoir des congés payés pour les absences. Alors, j'ai pas l'ensemble de sa réaction. Attends, je vais essayer de voir. Avoir des congés payés pour les absences dans le cadre d'une transition. Tom Rusher proposait un statut médicalisé mais non pathologisé, un peu comme la grossesse, etc. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment tous les accompagnements qui peuvent être mis en place. C'est une question de Marianne, son compagnon. Qui peut être mis en place pour accompagner les transitions me semble vraiment dans les priorités au vu de la situation actuelle qui est extrêmement précarisante pour les personnes trans. Et qui est effectivement concrète. Nous, ce qu'on préconise sur les transitions, c'est vraiment de pouvoir proposer un accompagnement, entre guillemets, un peu tripartite. C'est à la fois, bien sûr, déjà accompagner et avoir des gens qui sont formés à accueillir la parole et le timing de la personne qui entame sa transition, et puis après, pouvoir accompagner son manager, l'équipe, de manière à créer un terrain qui soit favorable, en sachant que chaque transition a aussi ses enjeux. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place quelque chose d'agile dans tout ça. Et ça se fait, franchement, les entreprises qui mettent en place ou les organisations qui mettent en place ce type d'accompagnement, ça se passe bien parce que c'est très naturel, en fait, tout ça. Mais là-dessus, encore une fois, là, c'est dans les trajectoires qu'on voyait tout à l'heure, c'est comment on fait pour envoyer le signal à cette personne qu'elle peut entamer cette transition dans l'organisation et qu'elle sera accompagnée, qu'elle sera soutenue. Et là, en fait, il peut y avoir malheureusement beaucoup de départs. Nous, on l'avait vu notamment lors d'une conférence, mais quelqu'un qui nous partageait le fait que 2 ans avant d'entamer cette transition, elle s'était posé cette question. Et en fait, elle avait au sein de son équipe fait pour le coup un peu des ballons d'essai. Elle avait envoyé des petites blagues et tout pour voir comment les gens réagissaient. Et elle avait tout stoppé. Tout. Pour 2 ans après, y retourner, se faire accompagner par l'organisation et pouvoir entamer sereinement sa transition. Mais voilà, encore une fois, comment on envoie les signaux forts en termes de donner l'organisation. On a une main levée de Pauline. Allez-y, Pauline. Vous pouvez désactiver votre micro, je pense. On n'a ni le son ni l'image, on a juste une main levée. Problème de micro, je reviens à vous. Oui, ça marche. Ou alors, vous pouvez aussi poser la question par écrit si jamais ça se règle pas. Bon, est-ce que... C'est ça, ça peut être des questions, mais ça peut être aussi des témoignages. Peut-être qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé ou des sujets qui vous agitent au quotidien et puis qui n'ont pas été assez représentés. N'hésitez pas aussi à nous dire, à nous faire part de tout type de réaction. Bon, il est 22h05, hein. Je comprends que... Peut-être en attendant que ces questions arrivent, on peut parler de la suite. Parler de la suite, ouais, voilà. Alors, concernant les suites de cette enquête, donc déjà, comme je l'ai un peu
évoqué tout à l'heure. On est 4 sociologues français et québécois à penser à une suite très concrète là, parce qu'on va sans doute, pour les personnes qui ont répondu dans le baromètre et être OK pour être contactées pour une entrevue, attendez-vous à recevoir un mail très prochainement, puisqu'on va lancer effectivement une enquête qualitative, donc une enquête où on a envie d'approfondir les sujets avec les personnes qui ont accepté. Je vous dis pas encore exactement quel angle ça va prendre parce que on est 4 et que je veux pas prendre la main. Enfin voilà, c'est en discussion encore, mais on a beaucoup d'idées à travers la richesse des données qu'on a eues. Toujours aussi dans l'idée d'approfondir les sujets, d'enrichir aussi les prochains baromètres, parce que je pense que ça, c'est vraiment notre démarche, c'est de croiser vraiment tout type de données pour avoir des informations un peu en continu et c'est ça, bonifier tous nos instruments de mesure ou de récolte, et puis comment est-ce qu'on les transforme ensuite en action. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le lancement d'un observatoire, donc permettant des témoignages en continu. Donc ça, je peux te laisser peut-être le présenter, Marie, ou Oui, permettant de récolter, ouais, il manque le verbe. Donc là, l'idée, c'était de se dire qu'on ait un endroit où on peut aller partager une expérience qui peut être négative comme positive, avec des bonnes pratiques qu'on aurait pu observer, qu'on puisse aller les voir. L'idée étant de continuer à objectiver, à mettre en lumière, en fait, ces expériences qui sont avec cette intention première qui est de pouvoir le dire et continuer à sensibiliser le reste du monde. Et aussi, quand on fait finalement ce dépôt d'un vécu, c'est mieux prendre conscience de ce qui s'est passé. Et ça, encore une fois, je pense que vous l'avez compris, mais on l'a déjà dit, parce qu'on l'a déjà dit, mais c'est important de pouvoir se poser et d'objectiver ce qui s'est passé, de décrire ce qui s'est passé. Pour se dire que c'est pas OK et pourquoi pas en faire quelque chose. Mais voilà, donc l'observatoire, c'est important, c'est un outil, c'est pareil, qui vivra s'il est communiqué et si on invite les gens qui le vivent ou soi-même quand on l'a vécu, d'y aller et puis de prendre 10 minutes pour le remplir. Quelque part, il prend un peu la place des espaces de proximité qu'on peut avoir très souvent quand on rencontre des situations compliquées au travail et puis qu'on va en parler à sa partenaire, son partenaire ou à ses amis et qu'on va se défouler. L'observatoire, il est un peu là pour ça. Il est à la fois parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de situations dans le travail qui ne peuvent pas arriver soit à une plainte, soit en tout cas on n'a pas envie forcément de se positionner dans ce cadre-là, mais néanmoins on a envie d'en parler, on a envie, comme tu me dis, d'objectiver ce qui s'est passé. Puis cet observatoire, il a été un peu créé pour ça, pour offrir cet espace-là, et puis justement de faire comme un réseau un peu plus large que notre réseau d'amis pour pouvoir partager sur les difficultés qu'on peut rencontrer des fois. Puis des fois, ça peut justement être des situations drôles aussi, de désamorçage de comportements agressifs ou offensants. Enfin voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir cet espace possible. Et puis la dernière chose, c'est les prochains baromètres améliorés. Alors ça, on n'a pas vraiment de date encore, mais ça sera dans les 2026-2027, je pense. Je vois que Pauline a posé ses questions. Oui, Ouais. je me permets de vous la lire. Je travaille dans les RH. Je voulais seulement rebondir sur le fait d'anticiper. C'est en effet l'idéal. Mais la problématique est que, comme dit précédemment, il faut pour ça pouvoir imaginer la problématique de LGBTQIA+, pour pouvoir l'anticiper. On peut souvent améliorer lorsque le problème se pose, mais il est souvent difficile d'imaginer les problèmes qui peuvent être rencontrés. Oui, ça, en effet. Après, c'est aussi tout l'intérêt de se faire accompagner. Un des exemples, si on fait un petit zoom sur la parentalité, ou d'ailleurs, pareil, sur les transitions, c'est de se dire, on pourra pas prendre tous les cas, bien entendu, parce que on l'a vu, les réalités et les parcours peuvent être très différents, mais pour autant, il y a quand même des profils un peu types. Et finalement, quand on fait un guide de parentalité, en fait, la question, c'est de se poser c'est de poser la question de jusqu'où on veut aller dans le guide,
de savoir qu'il y a des choses qui existent que peut-être certaines organisations ne veulent pas mettre dans le guide, mais que ça existe. Et donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre, par exemple, pour qu'à tout moment, une personne qui serait hors d'une configuration qui serait écrite prenne une adresse mail qui garantit la confidentialité et qui fait que la personne qui est derrière l'adresse est formée pour ne serait-ce que gérer une situation qu'il n'a jamais gérée. mais même ça, en fait, hein. Moi, je vous donne un exemple d'une situation que j'ai vécue pour le coup. À l'époque, j'étais moi-même dirigeante de l'organisation. Recrutement très, très rapide et trop rapide d'ailleurs. Et le DAF reçoit la personne pour faire les papiers parce que le recrutement était fait. Et en fait, il se retrouve face à cette personne qui arrive, carte vitale 2, en face, il voit un homme. Ben, il a bugué. Il a bugué. Et ça, en fait, ça s'anticipe. Comment? Bah, assurer que l'information passe. 2, resensibiliser ces personnes au fait que bah, ça peut arriver et que c'est OK. Et c'est éviter ces bugs. Assurer la confidentialité, ça, c'est aussi un enjeu majeur hein, qu'on voit dans les organisations. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on sait que potentiellement, l'information va se divulguer dans les RH de l'organisation parce que ça papote. Et donc, on ne maîtrise plus un coming out qui serait nécessaire pour un PACS, un mariage, une mutuelle. Voilà. Bah, déjà, au moins, se poser ces quelques questions, et là, il y en a un certain nombre déjà qui sont... et se dire, OK, comment à ça on répond? Comment à ça on répond? Là, on peut peut-être pas répondre, mais comment, potentiellement, on peut mettre un processus où on sait qu'on a quelqu'un qui est formé, qui pourra réagir correctement et aller chercher la bonne information, garantir la confidentialité. Voilà. Déjà, c'est faire un peu ces basiques. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Émilie, Marie-Clémence, si ça... C'est très juste. Est-ce qu'il y a encore une question, peut-être? Ou une réaction, comme on disait, hein, n'hésitez pas. Après, il y a un autre... C'est aussi toute la force des ERG, hein. Donc les ERG, c'est un système finalement un peu associatif, hein, on y revient d'ailleurs encore une fois, mais Employee Resource Group, donc ce sont des groupes d'employés qui se créent et qui montent en interne des groupes qui vont permettre du coup parfois de faire ces what if, qu'est-ce qui se passerait si, et là d'être à côté des RH pour réfléchir à tout ça. Ça fait aussi partie de ce qui peut être mis en place. Relire les documentations. Dire, bah là, il y a peut-être un angle mort, ou là, on pourrait peut-être le reformuler autrement. Il est 22h14. J'espère que Pauline, enfin, il n'y avait pas de questions d'ailleurs, mais oui, c'est ça, super. 22h14, on est pas mal. On espère qu'on a surtout éclairé un peu l'intention aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, c'était d'éclairer un peu le pourquoi de ce baromètre, comment le site a été construit, et surtout tout ce qui reste à faire à la fois avec les données qu'on a déjà aujourd'hui, et puis toutes celles qu'on aura, et on espère en effet plus diversifiées pour les prochaines fois. Tu peux peut-être partager la slide avec vos coordonnées, Marie, pour des personnes qui voudraient prendre note, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, etc. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'en profite pour remercier encore Émilie pour ce travail monumental qu'on a entamé il y a maintenant quelques mois. Voilà, c'était un plaisir de travailler avec toi sur ce projet. Et puis, merci encore à toute la team qui a bossé sur ça. À toi et merci à toute l'équipe, effectivement. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir. Merci. Merci à tous d'être venus. Je vois une question sur le replay. Oui, il y a un replay qui sera envoyé aux personnes qui étaient inscrites. Donc, l'enregistrement vous sera envoyé. Et ben voilà, merci tout le monde. On va couper tout ça. Vous avez nos coordonnées, donc on reste en lien, on reste connecté, puisque c'était un peu une des conclusions aussi. Et un jour, ce sera probablement indemnisé, peut-être. Présidente. Allez, bonne soirée à tout le monde.